Sans plus tarder, je vous présente notre conférencier d'ouverture de ce matin. M. Michel Grignon est professeur agrégé au département d'économie au département santé, vieillissement et société de l'Université McMaster. Il est aussi chercheur associé à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé de Paris. Il a été formé à l'École nationale de statistique et d'économie de Paris, puis à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, où il obtient un doctorat. M. Grignon a réalisé nombre de projets et recherches en économie de la santé, en politique de la santé, en assurance de la santé et en vieillissement. Parmi ses travaux en cours, soulignons ses recherches sur l'impact d'une société vieillissante sur les dépenses en soins de santé au Canada et en France, sur les iniquités dans l'utilisation des soins de santé et les politiques au Canada, de même que ses travaux d'application de méthodes économiques expérimentales au financement des soins de santé. Au cours de sa présentation, Michel Grignon se penchera sur la délicate question des relations entre les économistes et les acteurs de la santé publique et nous suggérera des façons d'aider les économistes à promouvoir la santé publique. Quelle bonne idée. Merci, M. Grignon, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi beaucoup au comité scientifique de m'avoir invité. Je suis très honoré de donner cette allocution. Et puis merci aussi beaucoup de m'avoir permis de venir à Montréal. C'est toujours agréable de pouvoir visiter Montréal. Ce que je vais essayer de faire dans ces quelques dizaines de minutes, ça va être donc effectivement de voir comment vous, les acteurs de la santé publique ou les experts de la santé publique, vous pouvez nous aider, nous, les économistes, à travailler pour vous en quelque sorte et surtout à travailler pour l'objectif plus général de la promotion de la santé publique. Mon allocution va ressembler un petit peu à un dîner de famille. Donc je vais essayer de tout mettre sur la table et parfois même des choses qui peuvent éventuellement un peu fâcher. Donc il y a peut-être avoir des moments où vous allez me détester, c'est normal, ça fait partie du processus. À la différence d'un repas de famille, je vais essayer de faire en sorte à la fin de trouver un consensus et de trouver une solution qui convienne à tout le monde. On pourra en discuter évidemment à la fin. Donc la façon dont ça se passe, et je vais pour bien essayer de faire comprendre et rentrer dans disons les choses qui peuvent fâcher d'entrée de jeu, je vais essayer d'abord de dissiper un malentendu. Et pour dissiper ce malentendu, je vais raconter une histoire qui est la division traditionnelle du travail. Beaucoup d'entre vous, je suis persuadé, qui ont été impliqués dans des projets, dans des évaluations de projets de santé publique, vont trouver mon propos caricatural. Et ils auront bien raison. Et d'ailleurs, l'ensemble de ma présentation ici va être caricatural. Je fais ça à dessein pour essayer justement, en forçant le trait, de montrer quelles peuvent être les différences. Je vais essayer de me mettre, si vous voulez, dans une situation impossible, de montrer toutes les différences qui peuvent exister entre nous et dans les tout derniers transparents, de m'en sortir en montrant que finalement, il doit y avoir quand même des solutions médianes et des compromis qu'on doit pouvoir atteindre. Alors, je vais commencer par raconter cette histoire de la division traditionnelle du travail entre les économistes et les spécialistes de la santé publique sur un projet de santé publique et principalement quand on parle d'évaluation, parce que c'est en général là que les économistes interviennent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une clinicienne. Bon, j'ai fait exprès ici disons, d'attribuer les genres ou les sexes en fonction de la positivité ou la négativité des héros. Donc, le héros positif est une femme, c'est la clinicienne, la spécialiste de santé publique, et elle s'occupe, elle, de ce qui l'intéresse profondément, qui est de récolter les données cliniques, les données sur les résultats de l'intervention qu'elle veut promouvoir. Une fois qu'elle a bien collecté tout ça et qu'elle est à peu près au fait des résultats de son intervention, elle cherche un économiste ou parfois elle s'adresse à l'économiste qui avait été inscrit 1 an et demi ou 2 ans avant sur la demande de subvention et elle lui dit « ça y est, maintenant on est prêt, est-ce que tu pourrais nous mettre des coûts sur tout ça, nous dire combien ça coûte de faire tout ça ?» Et donc l'économiste part dans une petite boîte noire, il ressort avec une série de coûts par unité produite de l'intervention et ça permet d'évaluer le programme. Et encore une fois, pour caricaturer, donc en général, on n'a surtout pas demandé à l'économiste d'intervenir en amont sur la définition des résultats, et les économistes en éprouvent une certaine frustration. Donc ça, c'est le début du malentendu. Les économistes ont l'impression d'être un peu instrumentalisés dans toute cette histoire, et surtout, ils ont l'impression qu'on les prend donc pour des costeurs, c'est-à-dire pour des gens qui sont réduits à une petite portion du projet, et souvent la portion pas la plus valorisée, pas la plus intéressante, et donc ils en éprouvent, je ne dirais pas de l'amertume, mais un peu de frustration. De l'autre côté,
La spécialiste de santé publique, elle, a l'impression qu'une fois qu'elle a commencé cette phase de l'évaluation, et donc j'employais le mot de boîte noire tout à l'heure, elle a l'impression d'être un peu dépossédée de l'ensemble du projet. Elle a l'impression que finalement des gens qui sont étrangers à sa culture, qui appartiennent à une autre tribu que la sienne, et surtout qui ont une vision du monde radicalement différente de la sienne, une vision du monde dans laquelle on pense uniquement en dollars, on pense pas du tout en bien-être, en année de vie gagnée ou en qualité de vie, on pense uniquement en dollars, et elle a l'impression qu'il y a une discussion qui commence entre des gens qui sont relativement insensibles, entre des gens qui n'ont pas vraiment de vision du monde hors des considérations budgétaires. Donc une discussion qui commence entre l'économiste de leur équipe, celui qui met des coûts sur les unités du projet, et puis d'autres économistes, enfin des gens qu'elle appelle des économistes, parce qu'ils ne sont pas de son monde à elle, ils ne sont pas des cliniciens, et que moi j'appellerais plutôt les budgétaires, c'est-à-dire ceux qui tiennent les cordons de la bourse des deniers publics. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que là, on va rentrer dans une autre boîte noire, une discussion entre eux, qui va surtout fonctionner sur les coûts du projet relativement à ce que la puissance publique veut bien dépenser. Et relativement souvent, ça c'est mon expérience personnelle, elle est peut-être complètement biaisée, mais dans mon expérience personnelle, ce que j'ai remarqué, c'est que la discussion prend un tour qui est très particulier et qui est, je peux imaginer, extraordinairement frustrant, voire même peut-être plus que ça, pour la spécialiste de santé publique qui a mis en place le projet. Et bon, je vais d'abord décrire cette discussion. C'est une discussion qui repose, en fait, dans laquelle le budgétaire, le responsable des deniers publics, va dire « Prouvez-moi que votre projet me coûte aujourd'hui, mais va me permettre dans 5 ans, dans 10 ans, de faire des économies. » C'est-à-dire, en gros, prouvez-moi que si vous empêchez les gens de fumer, si vous empêchez les gens d'être obèses, si vous empêchez les gens d'avoir des mauvais comportements pour la santé, montrez-moi, démontrez-moi qu'à 10 ans, à 15 ans, ça va me permettre de faire des économies. Et c'est extrêmement frustrant pour plein de raisons. D'abord parce que c'est très difficile à faire, et ensuite parce que la spécialiste de la santé publique se dit mais c'est pas du tout ça le but. L'objectif c'est pas de faire des économies au budget de l'État, l'objectif c'est de promouvoir la santé pour que les gens soient en meilleure santé. Et peut-être ce qui va être nouveau pour vous, certains d'entre vous en tout cas, c'est que contrairement à ce qu'on peut parfois penser des économistes, mais les économistes, dans cette histoire-là, sont exactement dans le même camp que vous. Ils sont exactement avec vous. Eux aussi, ils trouvent que c'est incroyablement frustrant et réducteur, et pour tout dire, que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens de réduire un projet de santé publique aux économies futures que ça pourra générer pour les budgets publics. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas que ça ne compte pas, et puis c'est bien si on peut le faire, mais ce n'est certainement pas le seul élément à l'aune duquel on devrait juger un projet de santé publique. Alors, donc, bon, implicitement, pour résumer tout ce que je viens de dire, donc implicitement, le projet qui au départ avait été lancé avec l'idée d'améliorer la santé publique, de permettre aux gens de vivre plus longtemps, de vivre mieux, se trouve réduit finalement à un échange, les dollars qu'on dépense aujourd'hui contre les dollars qu'on va économiser dans 5 ans ou 10 ans. Donc tout le monde est frustré là-dessus. Et je pense même, et là encore c'est mon expérience personnelle, que parfois ça va bien au-delà de la simple frustration. Il y a parfois une espèce de théorie du complot qui commence à rentrer là-dedans, où la spécialiste de santé publique se demande si, et notamment quand elle promeut une activité ou une intervention de prévention, elle a l'impression qu'on lui demande toujours de prouver quelque chose de beaucoup plus difficile pour la prévention, qui est que ça va donc faire des économies plus tard, chose qu'on demande très rarement finalement une intervention curative. Et donc, du côté de la santé publique, il y a l'idée que non seulement donc, on a une vision réductrice du côté des économistes ou des budgétaires de ce que fait la santé publique, mais même parfois, il y a peut-être l'impression que tout ça, en plus, arrange bien les affaires de tous les gens qui sont déjà installés dans l'establishment, tous les gens qui font du curatif, donc les hôpitaux, les chirurgiens, les laboratoires pharmaceutiques, et parfois, le spécialiste de santé publique se demande si quand même l'économiste n'a pas un peu vendu son âme au diable. Et il faut bien admettre que certains économistes prêtent le flanc à la critique. Et donc, on est au-delà de la frustration, on est au-delà du malentendu, et on est dans donc, parfois la théorie du complot et l'animosité, d'où la nécessité du repas de famille. Alors, voilà comment je vais essayer de faire ça. Je vais d'abord essayer de montrer que la santé publique et l'économie peuvent faire bon ménage. Et pour ça, et qu'on peut travailler ensemble, et qu'on peut s'apporter beaucoup les uns aux autres, et qu'en plus, je ne vais pas essayer de faire ça, ce qui est assez souvent le cas des économistes, en vous expliquant comment la santé publique devrait être asservie à l'économie, et comment l'économie est la reine de toutes les sciences, et comment tout le monde devrait travailler avec les économistes. Non, je vais faire l'inverse. Je vais vous montrer comment les économistes peuvent participer, peuvent travailler pour vous utilement. Mais pour ça, c'est vrai qu'il va falloir dépasser le statut actuel, et c'est vrai qu'il va sans doute falloir passer par une phase dans laquelle on va pas mal discuter, on va pas mal guerroyer même, et on va être en désaccord, et pour arriver à rejoindre un consensus qui sera sur
sur exactement quel est le domaine de partage qui peut exister entre les économistes et les spécialistes de santé publique. Et vous verrez que ça nous obligera quand même à laisser de côté pas mal de choses. Il y a des activités qu'on ne pourra jamais faire ensemble, et puis il y a des choses qu'on pourra faire ensemble de façon assez efficace. Alors, je vais commencer par la façon la plus caricaturale possible de présenter les choses. Donc ce que je vais dire, c'est que ce qu'on partage, et donc je crois que je l'ai dit assez longuement déjà, ce qu'on partage, c'est cette vision qu'il y a quelque chose au-delà des économies budgétaires, et ce quelque chose, c'est, on va dire, le bien-être individuel, ou le bien-être de l'homme, ou le bien-être même de la société ou de la population. Jusque-là, on est d'accord. Après, on diverge sur une question, ce que j'appellerais d'ordre des priorités. Alors, je vais vous appeler, vous, des paternalistes bienveillants, maternalistes bienveillants, je devrais dire, si j'étais cohérent avec moi-même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour vous, il y a quelque chose qui transcende les désirs des individus, ou qui transcende ce que les individus veulent vraiment, pensent vouloir faire, et cette chose-là, c'est leur santé. Vous pensez que la santé, c'est un bien qui est toujours supérieur à l'ensemble des autres, qu'on devrait d'abord s'assurer que les gens sont en bonne santé, qu'ils font tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, et après, éventuellement, on pourrait leur laisser la liberté de choisir d'autres choses, d'autres consommations, etc. Donc, et vous faites ça, pas parce que vous êtes méchants ou parce que vous êtes dictatoriaux, vous faites ça parce que vous pensez que c'est bon pour eux. Donc vous êtes, en ce sens-là, ce qu'on pourrait appeler des vrais parents, ou des vrais parents à l'ancienne, c'est-à-dire que vous savez mieux que vos enfants ce que vos enfants doivent désirer, et vous leur imposez pour leur bien futur. Nous, les économistes, on est aussi des paternalistes. On croit aussi qu'il y a quelque chose de supérieur au montant en dollars d'un projet et aux économies que ça va générer. On croit aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bien-être, qui s'appelle le bonheur, qui s'appelle parfois même l'utilité. On croit donc à des choses, à des valeurs transcendantes au dollar. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là où on diverge un peu de vous, c'est que, donc, je vous appelle des libertariens paternalistes, au sens où on pense quand même que ce qui prime, il y a une valeur qui prime et qui doit être mise au moins à égalité avec les gains en santé, c'est la liberté de choix. Donc beaucoup d'économistes, pas tous, mais beaucoup d'économistes pensent quand même que la liberté du choix, la liberté de choisir, c'est une valeur fondamentale et qu'elle doit être traitée avec autant de respect que les gains en santé, ou l'allongement de la durée de vie, ou le fait de ne pas être obèse, ou le fait de ne pas fumer. Et donc, le consensus que je vais essayer de trouver entre nous, le compromis que je vais essayer de trouver entre nous, c'est de dire, bon, bien sûr, on peut s'affronter sur un terrain philosophique et on peut dire, vous êtes des paternalistes bienveillants, on ne veut pas vous parler parce que nous, on est des libertariens paternalistes. Et réciproquement. Ça avance, à mon avis, ça n'apportera pas grand-chose, et ça serait d'autant plus dommage qu'en fait, il y a une zone dans laquelle on peut très bien s'entendre, et c'est ce que je dis à la fin, c'est que nous croyons tous qu'une meilleure santé a une valeur en soi, et que dans certaines circonstances et sous certaines conditions, il peut valoir la peine de financer cette valeur sur les budgets publics. Et ce qui fait la différence entre nous, ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. C'est-à-dire que vous, votre conception des conditions et des circonstances est beaucoup plus large que la nôtre. Elle n'est pas infiniment plus large que la nôtre. La nôtre, elle n'est pas nulle, la vôtre n'est pas infinie. Et donc, il y a certainement un moyen de trouver une intersection entre vos circonstances et conditions et les nôtres. Et dans cette intersection-là, sur ce qu'on partage en commun, on pourra travailler facilement. C'est peut-être un petit peu abstrait ce que je raconte pour l'instant, et ça vous paraît vaguement fumeux. Je vais essayer de mettre un peu de concret sur tout ça. Alors, pour faire ça, je vais procéder en 4 pas. Je vais commencer par démonter le mythe de l'économiste comme spécialiste des coûts. Voilà, ça va être un exercice d'autoflagellation, mais je vais en ressortir après en vous montrant que par contre l'économiste fait quelque chose pour lequel il est souvent sous-évalué ou négligé, qui est d'avoir quelque chose à dire sur les bénéfices des interventions en santé publique. Et notamment les économistes de la santé ont beaucoup travaillé sur la mesure des bénéfices des interventions en santé, et ils ont un discours original à apporter. Et ensuite, donc, je vais développer un concept qui est le concept sans doute chéri des économistes, qui est celui de la souveraineté du consommateur, mais je ne vais pas le développer comme un concept terroriste et totalitaire pour vous dire si vous n'y croyez pas, alors soyez maudits. Je vais essayer de voir en quoi ce concept finalement est beaucoup plus flexible et malléable qu'on l'entend souvent, et en quoi c'est ce concept-là et ses limites surtout, et surtout les mesures empiriques de ces limites qui vont nous permettre de travailler ensemble. Et donc ça sera mon dernier point, comment, en quelque sorte sur le cadavre encore fumant de la souveraineté rigide du consommateur, on peut construire, donc je ne vais sûrement pas arriver au bout de mon allégorie, mais comment on peut arriver à construire ensemble un travail harmonieux, voilà, donc sur le cadavre encore fumant de ce concept. C'est un joyeux programme. Voilà, alors commençons par l'économiste et les coûts, et voilà, il faut que je vous révèle quelque chose, je vais faire mon coming out. L'économiste n'est pas beaucoup mieux armé que n'importe qui d'autre pour parler des coûts, et pour une raison très simple, c'est que les coûts, c'est extrêmement compliqué.
Pour résumer la chose de manière rapide, on a l'impression que le coût, c'est le domaine de l'économiste parce que les coûts, c'est des chiffres, et avec des dollars devant. Et on pense que les économistes sont parfaitement à l'aise avec les chiffres et avec la monnaie. Avec les chiffres, c'est vrai. Avec la monnaie, beaucoup moins. Et avec les coûts d'une opération, pas beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Alors, je vais... d'abord, pour vous décrire très rapidement, mais sans rentrer dans les détails, les économistes, en général, sont assez bons pour décrire les coûts à un niveau très élevé, très abstrait. Et ils disent que c'est la dérivée de la fonction de production en la ressource pour laquelle on cherche à évaluer le coût. Ce qui, en général, ne dit absolument rien à personne en dehors de l'économie, des départements d'économie. Les économistes utilisent aussi un autre concept, très souvent, ils ne parlent pas de coût, ils parlent de coût d'opportunité. Donc ils disent, si j'utilise une ressource pour une intervention, cette ressource-là ne peut pas servir dans une autre intervention. C'est très beau, je l'enseigne même, hein. Donc c'est très beau, c'est très vrai, mais ce n'est pas très utile. Voilà, pour évaluer une intervention particulière, une fois qu'on a dit ça, on a parlé de coût d'opportunité, souvent ça peut être très très utile pour faire des études empiriques générales sur un ensemble d'entreprises ou pour comparer éventuellement des entreprises avec d'autres, mais du point de vue de l'évaluation d'une intervention particulière, c'est pas très opérationnel et c'est pas très utile. Alors la raison pour ça, c'est pas que les économistes sont particulièrement stupides. La raison pour laquelle les économistes sont pas très bons avec les coûts, c'est que les coûts, en fait, contrairement à leur apparence extrêmement quantitative, c'est toujours des narrations, c'est toujours des histoires. Pour comprendre un coût, il faut comprendre en fait une histoire. Quand je dis histoire, j'entends au sens de la discipline historique. Il faut arriver à démonter un mécanisme, à suivre un mécanisme de la cause première, si vous voulez, jusqu'à la cause finale. Et c'est donc une activité qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus qualitative que ce qu'on pense généralement. Là, j'emprunte un exemple très simple, un cours enseigné à l'École des mines de Paris par donc Claude Rivlin, qui n'est pas économiste d'ailleurs, qui est ingénieur et gestionnaire. Moi, j'ai un peu adapté l'exemple pour le rendre un peu plus contemporain. Donc, on va imaginer qu'on a une chauffeur de taxi qui s'appelle Martine, et elle veut acheter une console PS3, j'espère que ça existe encore, à son fils. Et donc, la console coûte $3000. Mais elle sait aussi que sa voiture, son taxi, et on va imaginer qu'elle est indépendante, hein, elle n'est pas dans une compagnie, son taxi commence à donner des signes de faiblesse et il faudrait qu'elle le remplace. On va imaginer que le coût d'un taxi, c'est $15 000. Je pense que c'est certainement à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Et donc, elle doit acheter les deux. Le problème, c'est que dans son compte d'épargne, elle n'a que $13 000. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va emprunter, et pour simplifier tout, on va imaginer qu'elle peut emprunter à 1 an et au taux de 10%. Comme ça, on sait que, comme elle doit emprunter... elle doit emprunter $5 000, et donc elle va au total devoir rembourser $500 en plus. Donc au total, le coût total des deux achats, la PS3 et la nouvelle voiture, le nouveau taxi, ça va être $18 500 au lieu des $18 000 prévus initialement. La question maintenant, c'est comment on attribue les $500 supplémentaires, le remboursement du crédit, comment on attribue ça à chacun des deux biens. On peut dire que c'est à cause de la PS3, que si elle avait juste acheté la voiture, elle n'aurait pas eu besoin, elle aurait eu besoin de faire quand même un peu d'emprunt, mais elle n'aurait pas eu besoin de faire un emprunt à ce point-là, et donc on peut attribuer l'ensemble des frais d'intérêt à la console PS3. On peut dire aussi l'inverse, on peut dire après tout, c'était la console PS3 qui était plus importante parce que son fils y tenait vraiment, la voiture après tout, elle aurait pu attendre un petit peu plus, et donc on peut attribuer l'intégralité du coût des frais d'intérêt à la voiture. Et puis, je ne vais pas détailler, on peut aussi avoir n'importe quelle règle de décision au prorata entre les deux. J'en donne une ici sur le transparent, mais on pourrait en avoir bien d'autres. On pourrait avoir plein d'autres règles d'attribution des coûts. C'est un exemple très simple dans lequel il y a juste deux biens à acheter et un seul acteur. Maintenant, vous imaginez dans un programme d'intervention en santé publique où il y a avoir des tas d'acteurs, des hôpitaux, des infirmières, des médecins, etc., et des patients. Les coûts, d'un seul coup, et des tas de choses qu'on va faire, pour attribuer les coûts, ça va devenir extrêmement difficile. Et surtout, il va falloir qu'on comprenne comment l'ensemble de l'intervention est organisé, mais pas seulement comment elle est organisée, aussi comment elle a été voulue. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on aille au-delà d'une simple comptabilité, il va falloir aussi qu'on comprenne les désirs profonds des individus, des acteurs de l'intervention de santé publique. Vous voyez, on est très loin de l'économie, là. On est dans un domaine qui est beaucoup plus proche de ce que savent faire les gestionnaires, les sociologues, les psychologues peut-être même parfois, qui est d'arriver à extraire ce que les gens ont vraiment voulu faire quand ils ont lancé une intervention de santé publique, ou ce que les infirmières font vraiment quand elles travaillent, quand elles vont le matin au travail, combien de temps elles consacrent à tel projet, combien de temps elles consacrent à tel autre projet, etc. Ces choses-là sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Je reviendrai là-dessus. Je vais passer ça pour l'instant, la différence entre coût et tarification, parce que finalement, ce n'est pas fondamental dans mon propos. Je serai très content d'y revenir à la fin si vous avez des questions là-dessus. Donc maintenant,
donc maintenant que j'ai dit ça, maintenant je vous ai dit, l'économiste finalement, je pense que j'ai fait perdre pas mal de budget à mes collègues économistes qui vont certainement m'en vouloir en vous disant, bon, vous savez, finalement pour les coups, les économistes ne sont pas extraordinairement bien armés. Par contre, les économistes sont relativement bien armés sur l'autre aspect, et l'aspect quand même le plus gratifiant de l'évaluation des programmes de santé publique, c'est-à-dire sur les bénéfices. Qu'est-ce qu'on attend d'un programme de santé publique? Qu'est-ce qu'on va recueillir d'un programme de santé publique? Voilà, je fais un rappel assez bref, mais je pense que c'est des choses que vous savez. Donc il y a 3 manières d'évaluer un programme, d'ailleurs pas seulement un programme de santé publique, n'importe quel programme en santé. Bon, la première méthode qui est la plus simple, c'est ce qu'on appelle, je suis désolé, j'ai mis les acronymes en anglais, donc ça serait, la première en fait, ça serait CEA, donc Cost Effectiveness Analysis. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une unité physique qui est produite, qui est bien délimité, on sait exactement ce que c'est. Donc ça peut être par exemple une maladie très particulière, le nombre de maladies évitées, ou si on s'intéresse à l'intervention contre le tabagisme, le nombre de fumeurs qui arrêtent de fumer ou qui ne commencent pas à fumer. Et on cherche tout simplement, on compare plusieurs interventions et on cherche à montrer que l'intervention qu'on promeut est celle qui obtient le résultat pour le coût le plus faible. Ensuite, on peut monter d'un cran et faire donc des analyses de coût-utilité dans lesquelles on va attribuer une valeur qui va être notamment le plus souvent une valeur de l'année de vie corrigée de la qualité, ajustée par la qualité, et on va pouvoir comme ça comparer entre elles plusieurs interventions de santé. On ne va pas se limiter à une seule intervention et trouver le coût minimum. On va pouvoir comparer toute une gamme d'interventions en santé, voire même à la limite, on devrait être en mesure de dire l'intervention que je promeus ou sur laquelle j'ai travaillé, on devrait pouvoir même la ranger en termes de coût par unité d'utilité parmi l'ensemble des interventions en santé qui sont envisageables. Donc ça permet de mesurer les choses beaucoup plus largement. Et puis il y a une troisième méthode qui est ce qu'on appelle donc l'analyse coût-bénéfice, dans laquelle on met carrément une valeur en dollars sur le bénéfice, et du coup ça permet de la comparer à n'importe quelle autre utilisation des ressources ou des dollars, par exemple du budget public s'il s'agit de faire financer l'opération ou l'intervention sur deniers publics. Alors, très souvent, on pense que les économistes, c'est vrai, les économistes préfèrent l'analyse coût-bénéfice. Et on pense que c'est parce qu'il y a des dollars dedans, et on pense que les économistes sont des fétichistes, et que dès qu'il y a des dollars, ils sont heureux. Mais en fait, c'est pas vrai. Les économistes ne sont pas particulièrement intéressés par les dollars en soi. Ce qui les intéresse dans le dollar, c'est le fait que c'est le meilleur moyen, pour l'instant, qu'on ait trouvé, en tout cas pour comparer des valeurs entre des domaines très très différents. C'est-à-dire que si je peux mettre une valeur en dollars sur une intervention en santé, je vais être capable du coup de comparer cette intervention en santé avec n'importe quoi d'autre, avec par exemple une dépense en éducation, une dépense en logement, mais aussi des dépenses triviales comme le fait d'aller passer une semaine en République dominicaine ou des choses comme ça. Ça me permet de comparer la santé avec n'importe quoi d'autre, et c'est pour ça que les économistes sont très sensibles à ça, parce que ça leur permet de sortir du domaine de la santé, ça leur permet de considérer que les bénéfices ne sont pas restreints aux bénéfices en santé et en année de vie, mais ça leur permet de comparer les bénéfices de l'intervention en santé avec n'importe quel autre type d'utilisation des mêmes ressources que les individus auraient pu faire. Donc, alors, pourquoi est-ce que, et c'est là qu'on va commencer à voir rentrer un coin entre vous et nous, c'est qu'évidemment, si on veut faire ça, et si les économistes ont vraiment envie de faire ça et ont envie de pouvoir comparer les interventions en santé à n'importe quel autre type d'intervention, c'est pour une raison très précise, c'est que les économistes croient vraiment, dur comme fer, que dans la vraie vie, c'est exactement ce que font les individus. Et que les individus sont capables, et même désireux, comme je le dis, d'échanger de la santé contre autre chose. C'est-à-dire que, et là je pense que c'est vraiment la différence un peu philosophique entre vous et nous, mais on va voir qu'elle peut être résolue. Cette différence philosophique entre vous et nous, c'est que vous pensez que la santé est au-dessus de tout, et nous pensons que la santé peut très bien être échangée contre autre chose, et que c'est pas complètement pathologique ou pervers de faire ça. Alors, c'est une conception, comme je le dis, philosophique, c'est pas seulement une conception philosophique, c'est aussi, ça repose sur des travaux empiriques. Travaux empiriques, je sais qu'ils ne sont pas toujours faciles à présenter, qui ne sont pas toujours faciles à faire admettre. Il y a un économiste américain qui a lancé, on va dire, une série de travaux à la fin des années 90, donc son nom c'est Christopher Rumm, qui a lancé une série de travaux qui essayent de montrer que, donc il a centré ça, lui, sur l'influence des cycles d'affaires sur la mortalité. Après, il a développé ça sur d'autres choses, et lui, ce qu'il a montré, de manière assez probante et assez frappante, et puis ça peut être répliqué dans pas mal d'autres pays, il a montré qu'en général, les récessions étaient bonnes pour la santé.
C'est-à-dire qu'en cas de récession économique, de crise économique, la mortalité en général diminuait. L'espérance de vie augmentait plus rapidement que dans les périodes de croissance économique. Donc, en ce moment, plutôt bonne nouvelle, quoi. Et de ce point de vue-là. Et donc, il a démontré ça, pas juste parce qu'il avait plaisir à montrer quelque chose de relativement paradoxal, même s'il faut bien admettre que ça aide pour les publications, mais aussi parce que derrière, ça prouve quelque chose, ça permet de tester quand même une idée qui est fondamentale pour les économistes, qui est que, par exemple, les individus sont prêts à échanger ou à sacrifier un petit peu de leur santé à la marge pour obtenir un petit peu plus de revenus, un petit peu plus de consommation. Alors comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que les périodes d'expansion économique peuvent être mauvaises pour la santé ? Pourquoi est-ce que les gens meurent plus facilement dans les périodes, enfin plus facilement, ont plus de probabilité de mourir dans les périodes d'expansion économique ? Parce que les gens travaillent plus longtemps dans les périodes d'expansion économique, parce qu'ils font moins d'efforts sur leur régime alimentaire, parce qu'ils font moins d'exercice, parce qu'ils passent plus de temps au travail, parce qu'ils conduisent plus aussi, et qu'en conduisant plus, ils augmentent la pollution, ils augmentent aussi les risques d'accidents, de trafic automobile. Et donc ça, c'est quand même... Alors évidemment, on peut avoir une vision de la société qui serait peut-être plutôt celle des sociologues, qui consisterait à dire mais c'est pas du tout un choix, c'est quelque chose qu'on impose aux individus, c'est les employeurs qui imposent aux individus de faire tout ça. Bon, c'est vrai, je reconnais, c'est une critique. Mais les économistes n'interprètent pas comme ça. Les économistes disent, vous voyez bien, quand il y a une possibilité de gagner un petit peu plus de revenus, et chez certains individus, notamment ceux qui sont les plus privés de revenus, mais qui sont pour le reste plutôt en bonne santé, eh bien oui, ils ne vont pas hésiter à échanger à la marge quelques unités de leur santé contre quelques unités de revenus. D'accord ? Et donc, ce que nous disons, les économistes, c'est que si les gens font ça de manière répétée et régulière, et s'ils le font aussi de manière relativement... pas de manière complètement absurde, c'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à se laisser tuer pour $50. Donc si les gens le font de manière relativement raisonnée, eh bien, derrière, il doit bien y avoir quelque chose de rationnel derrière tout ça. Et si c'est rationnel, on doit bien pouvoir y apporter du crédit et en tout cas leur faire au moins partiellement confiance. Donc cet argument-là, fondamentalement, donc, c'est ce que j'appelle l'argument, le concept de la souveraineté du consommateur. Donc donc, derrière l'argument de la souveraineté du consommateur, ce qui est important, c'est de voir, et j'essaie maintenant de faire comprendre pourquoi c'est important, pour comprendre la façon dont nous, les économistes, et les non-économistes, on va dire, en général, appréhendent le bien fondé ou l'évaluation du financement public pour des interventions. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que si on en croit la souveraineté du consommateur et si on respecte le choix des individus, notamment vis-à-vis de leur santé, l'intervention publique ne peut être justifiée que dans des cas dans lesquels les individus sont empêchés de faire les choix rationnels et d'exercer leur souveraineté de consommateur. Dans ces cas-là, si on peut prouver qu'effectivement les individus, s'ils étaient laissés à eux-mêmes, feraient des mauvais choix, alors oui, l'intervention publique est nécessaire. Mais si on ne peut pas prouver ça, alors même si une intervention a des résultats en santé qui sont absolument extraordinaires, ça ne justifie pas pour autant l'intervention publique. Et je pense que ça, c'est vraiment la ligne de fracture entre vous et nous, c'est que pour vous, et je peux le comprendre, comme la santé, c'est le bien et la valeur transcendantale, si quelque chose est bon pour la santé, alors il faut le financer. D'accord, il faut le faire. Il ne faut surtout pas prendre le risque que pour des raisons un peu absurdes, les gens ne le fassent pas de façon personnelle et individuelle. Nous, les économistes, comme on respecte le choix des individus, on dit si les individus ne le font pas spontanément et qu'on leur impose de le faire, même si c'est bon pour la santé, peut-être qu'on est en train de violer leur souveraineté de consommateur, et ça, pour nous, c'est extrêmement grave, et on ne veut pas prendre le risque de le faire. Donc la question au total, quand on fait de l'évaluation, pour nous, les économistes, elle devient double. Il faut bien sûr que le programme soit efficace. Si une intervention en santé publique n'a aucun impact, ce n'est même pas la peine de réfléchir à son financement. Mais ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi qu'on puisse montrer qu'en l'absence de financement public, les individus n'adopteraient pas les comportements qu'on veut leur voir adopter ou n'adopteraient pas l'intervention, et pour des mauvaises raisons, pour des raisons qui ne sont pas liées à leur souveraineté de consommateur, mais pour des raisons qui sont liées, qui en gros seraient liées à, disons, une certaine forme d'irrationalité. Voilà, donc du coup, ça c'est ce que je viens de dire, c'est condition, l'efficacité d'une intervention, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est pour ça, je pense que souvent il y a une certaine frustration vis-à-vis de nous, parce que vous avez l'impression qu'on rajoute un obstacle, qu'on vous met des bâtons dans les roues et qu'on rajoute un obstacle et qu'on dit « Ah oui, mais qu'on vous chicane en vous disant « Ah oui, mais si vous n'arrivez pas à prouver que l'intervention, disons, justifie un financement public
parce que si on ne la finançait pas de manière publique, alors elle ne pourrait pas être atteinte par des voies privées, en quelque sorte, ou par des voies individuelles. Vous avez l'impression qu'on rajoute un obstacle, franchement, de mauvaise foi et un peu inutile. Alors, je vais essayer d'expliquer sur des exemples en quoi notre position d'économiste n'est pas forcément complètement absurde. Alors, je vais prendre un premier exemple, c'est... je crois que ce n'est pas complètement vrai, mais on va imaginer pendant 5 minutes que les pâtes dentifrice ont vraiment un impact ou un effet sur la santé bucco-dentaire. On va imaginer que c'est mieux de se laver les dents avec une pâte que sans pâte. Et peut-être que c'est faux techniquement, mais la plupart des gens y croient, en tout cas les gens le font. D'accord ? Ça serait dans ce cas-là particulièrement efficace et relativement peu cher, puisque bon, après tout, subventionner les individus pour acheter la consommation annuelle de pâte dentifrice, à part pour certains cas extraordinairement pathologiques, ça reste dans des budgets assez limités, quoi. Donc, je pense que si on faisait un bref sondage auprès de vous, il y aurait relativement peu de gens pour me dire il faut inclure la consommation, il faut rembourser par exemple les achats de tubes dentifrice pour tous les citoyens du Canada, il faut inclure la consommation de dentifrice dans l'acte de la santé du Canada. Je pense que peu d'entre vous supporteraient ou soutiendraient une telle initiative. Et pourtant, encore une fois, imaginons que ce soit efficace. Vous voyez que la condition d'efficacité n'est pas suffisante pour justifier un financement public. Le deuxième exemple, on va maintenant admettre que un conseil municipal d'une ville que je ne nommerai pas décide d'arrêter la fluoration de l'eau, la fluoration publique, au motif, pas parce que ça peut vous faire courir des risques, mais au motif que maintenant, comme tous les dentifrices contiennent du fluor et que les gens achètent du dentifrice, après tout, puisqu'il y a eu une décision privée qui a été prise d'acheter du fluor, les investissements publics peuvent se désengager. Hélas, la honte de vous dire que c'est un vrai conseil municipal, et c'est même le conseil municipal de la ville dans laquelle j'habite, qui envisage de faire ce genre de choses-là. Instinctivement, ça ne nous paraît pas bien. D'accord ? On trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas à prendre une telle décision, et je pense que notre réaction instinctive, elle est juste, elle est correcte, mais ça montre bien la différence qui peut exister. Vous voyez, on parle de fluoration dans les deux cas, l'efficacité doit être à peu près comparable, et dans un cas, on rejette le financement public de manière quasiment instinctive, dans l'autre cas, on accepte le financement public et on rejetterait la suppression du financement public de manière aussi quasi instinctive. Donc il doit bien y avoir autre chose que la simple efficacité clinique qui joue dans notre évaluation instinctive des interventions. Le troisième exemple, je l'emprunte à ce livre, que je vous invite à lire parce que c'est distrayant et qu'on apprend plein de choses. Donc c'est un livre de Thaler et Sunstein qui s'appelle Nudge et qui raconte justement comment les économistes essayent toujours de trouver des moyens pour convaincre les individus d'adopter les bons comportements au lieu de les contraindre à le faire. Alors dans cet exemple-là, c'est un exemple fictif, ils imaginent qu'une expérience statistique a réussi à montrer que la façon dont on présente les plats dans les cantines scolaires peuvent conduire les enfants ou peuvent orienter les choix des plats qui sont sélectionnés par les enfants. Et donc, ils posent la question, ils disent comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce pouvoir pour la personne qui est en charge, par exemple, d'administrer la cantine scolaire. Est-ce qu'il faudrait orienter les enfants vers une nourriture saine, donc mettre en premier les fruits, les légumes, et puis essayer de mettre les frites plutôt au fond, en tout cas pour orienter les enfants vers une nourriture plus saine? Est-ce qu'il faudrait en profiter pour maximiser les profits de l'école, par exemple en mettant, si les parents payent différemment pour un certain nombre de biens, ou pour inciter les enfants à manger ce qui coûte le moins cher à l'école? Ça serait une deuxième possibilité. Est-ce qu'il faut essayer d'orienter les enfants vers ce qu'ils auraient choisi spontanément, donc essayer de rester le plus neutre possible, ne surtout pas influencer les choix des enfants, ou enfin, est-ce qu'il faut surtout se tenir à l'écart de ce pouvoir et réaliser les allocations au hasard? Et là encore, quand on lit ça, on a une réaction instinctive. Moi personnellement, bien qu'étant économiste, je vote pour 1 de manière quasiment instinctive. Et là, je pense qu'on est d'accord, on est tous d'accord ensemble. Donc là, vous voyez, les économistes et les non-économistes peuvent très bien être d'accord pour dire, bah oui, évidemment. Et là, ce qui est derrière, c'est l'idée que la contrainte et le coût pour les enfants est quasiment nul. Et si on peut améliorer le bien-être pour un coût quasiment nul, il ne faut surtout pas se gêner. Enfin, quand je dis un coût, c'est-à-dire une contrainte quasiment nulle, c'est ça que je voulais dire. Et dernier exemple, encore une fois, je sais que ça peut être débattu, ça peut être contesté, imaginons que la vaccination contre la grippe soit absolument sans danger, c'est relativement peu cher, ça ne coûte pas des fortunes pour la développer, et imaginons, ça c'est vrai, que ça permet d'éviter potentiellement quelque chose de dangereux et de toute façon quelque chose de désagréable. Même si la grippe ne tue pas, elle met quand même dans une sale situation pendant 2 semaines. D'un point de vue strictement rationnel, on voit bien que n'importe qui,
d'à peu près normal devrait y aller immédiatement, demander une vaccination contre la grippe et même payer pour, puisque le coût est relativement faible. On s'aperçoit que dans les faits, ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passeraient, et on s'aperçoit aussi que le financement public est nécessaire, et je crois que la majorité d'entre nous, en tout cas, et même chez pas mal d'économistes, il y a je dirais même pratiquement chez tous les économistes, il y a un consensus pour dire que oui, en termes de vaccination, le financement public est parfaitement justifié. Et les économistes là-dessus sont peut-être même plus pro-financement public que beaucoup de non-économistes. Donc on voit, à travers ces 4 exemples, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on a 4 illustrations ici, 4 cas finalement d'intervention qui ont une efficacité relativement importante à chaque fois, donc qui peuvent avoir un impact, et que nos réactions instinctives sur le financement, l'opportunité du financement public vont rebondir selon les cas entre le oui instinctif et le non instinctif de manière assez forte. Et les raisons pour ça, c'est que par exemple, si le dentifrice n'est pas financé, enfin, en tout cas c'est ce que je pense, c'est parce que instinctivement on se dit que si c'est bon pour la santé, les individus vont prendre des décisions rationnelles d'acheter du dentifrice tout seuls et qu'on n'aura pas besoin de l'autorité de l'État pour leur imposer ça. Donc implicitement, quand on fait ça, on respecte bien la souveraineté du consommateur. Parce qu'on se dit, au mieux, l'État, en imposant le dentifrice, au mieux, l'État prendra une décision pour les individus qui de toute façon reviendrait à la décision que les individus auraient prise spontanément. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi prendre ce risque de passer par une intervention publique alors que de toute façon les choses se passeront naturellement si on laisse les individus agir tout seuls, d'accord? Alors que la décision sur la fluoration de l'eau, là on la prend, enfin disons le fait de la supprimer, ça nous choque parce qu'on sait par exemple que la fluoration de l'eau, ça peut permettre de compenser. Ça pourrait permettre de protéger notamment des enfants qui ne prennent pas leurs décisions forcément de manière autonome et complètement indépendante. Ça peut permettre de protéger des enfants dont les parents, pour des raisons X ou Y, n'achèteraient pas de dentifrice fluoré. Donc on a là une approche, on voit bien que là, sur ces 2 exemples-là, ce qui nous fait basculer, c'est vraiment notre perception de la souveraineté du consommateur. Sur l'histoire de l'assortiment des plats, pour orienter les enfants, je crois que je l'ai déjà plus ou moins dit, on estime que finalement le degré de contrainte et de coercition est tellement faible sur les enfants que si on peut les aider à avoir un régime alimentaire meilleur sans les contraindre trop et sans, encore une fois, attenter à leur souveraineté de consommateur, pourquoi se priver? Je pense que la réaction serait différente si l'école décidait, au lieu de changer l'arrangement des plats, de mettre une taxe, par exemple, de dire aux parents dont les enfants consomment plus de frites, vous allez payer 2 fois plus cher pour les repas à la cantine scolaire. Là, on aurait une réaction assez différente d'un seul coup, parce que la contrainte deviendrait beaucoup plus forte. Et donc, encore une fois, c'est finalement implicitement et intuitivement, on utilise tous l'argument de la souveraineté du consommateur. Et puis la vaccination, là, l'argument, c'est un argument cher aux économistes, c'est un argument qu'on appelle externalité, c'est-à-dire qu'il y aura les comportements de passagers clandestins. Si on n'impose pas le financement public, il y aura toujours des petits malins pour se dire, si tout le monde se vaccine et pas moi, il n'y aura pas d'épidémie, et donc sans payer le coût de la vaccination, je bénéficierai de la générosité de tous ceux qui sont autour de moi, qui eux ont décidé de se vacciner, et sans rien payer, et sans avoir non plus à prendre le risque minimum de la vaccination, je pourrais, moi, être aussi protégé. Et donc là, l'intervention publique, le financement public est évidemment justifié et légitime. Alors, pour résumer tout ça, et utiliser tous ces exemples, et essayer de formaliser un peu tout ce que je voulais dire, donc il y a deux approches qu'on peut, encore une fois, de manière caricaturale opposer. Il y a l'approche par donc on appelle welfariste, et l'approche par l'extra-welfarisme. Alors moi, je suis économiste, j'ai plutôt tendance à être welfariste, ce qui veut dire que pour moi, si les décisions en matière de santé sont prises par des individus souverains et conséquentialistes, c'est-à-dire c'est des individus qui se soucient seulement des résultats, qui ne s'intéressent pas tellement aux méthodes pour arriver à ces résultats, qui s'intéressent qu'aux résultats, alors il est difficile d'imaginer une justification quelconque à l'intervention publique. D'accord ? Quand l'individu est souverain, l'intervention publique fera au mieux ce que l'individu aurait décidé de faire, et on prend le risque d'arriver à un résultat différent de ce que les individus auraient décidé de faire, et donc on prend le risque de rendre les individus malheureux. Peut-être en meilleure santé, mais plus malheureux. D'accord ? Et donc, pourquoi prendre ce risque ? Et donc, même si le programme de santé publique est efficace, tant que les individus sont souverains et conséquentialistes, si le programme de santé est vraiment efficace, autant laisser les individus prendre la décision tout seuls, et ils arriveront au bon résultat tout seuls, sans qu'on ait besoin de les forcer. Et donc, pour résumer, cette proposition, elle est welfariste au sens où elle repose sur un postulat que les préférences individuelles, si les préférences individuelles sont motivées ou sont le résultat de décisions rationnelles et d'individus rationnels et conséquentialistes, les préférences individuelles sont toujours les meilleurs guides
pour la décision. Et donc sont toujours de meilleurs guides qu'une décision publique qui, elle, forcément, a une tendance, est obligée pour fonctionner, de nier les préférences individuelles. Maintenant, si on est extra-welfariste, donc si on est dans la position de la santé publique, ça consiste à dire que si c'est efficace en santé, on doit le financer publiquement, parce que toute résistance individuelle, si les gens ne font pas quelque chose qui est efficace du point de vue de la santé, ça veut dire que nécessairement leur jugement a été d'une manière ou d'une autre obscurci. C'est-à-dire qu'en fait, ça prouve que les individus, s'ils ne prennent pas la bonne décision, c'est-à-dire la décision que le spécialiste de santé publique voudrait leur voir prendre, ça veut dire qu'ils sont irrationnels, ou ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, donc leur rationalité a été obscurcie. D'accord ? Donc ça veut dire, quand on dit que c'est extra-welfariste, c'est qu'on dit qu'il existe un critère qui est extérieur aux préférences individuelles, qui domine ces préférences individuelles et qui les rend finalement nuls et non avenus. Alors évidemment, pour l'instant, dans le débat un peu caricatural, les économistes vous accusent d'être des dictateurs, d'imposer vos vues à tout le monde et vos préférences personnelles aux préférences individuelles des individus qui composent la société. Et de l'autre côté, les économistes, eux, sont accusés d'être des irréalistes, des doux rêveurs, mais finalement assez dangereux, en imaginant, en prêtant aux individus une rationalité que les individus ne peuvent évidemment pas atteindre parce que les décisions à prendre en matière de santé sont beaucoup trop complexes et beaucoup trop difficiles à maîtriser. Alors maintenant que j'ai bien, disons, caricaturé ou forcé le trait sur chacune des deux positions, je vais essayer de trouver la position médiane. Alors, ce que je vais dire, c'est que ce qui peut nous permettre de nous retrouver et nous permettre finalement d'être d'accord et de justifier l'intervention publique, c'est de dire que si on peut identifier des cas, et là quand je dis qu'on peut identifier des cas, c'est empiriquement, si on peut trouver des illustrations, des exemples dans lesquels de manière empirique, évidente, on peut montrer que les individus, quand ils ont pris leurs décisions, n'étaient pas souverains, que leur rationalité ne marchait pas de manière parfaite, ou en tout cas ne marchait pas de manière suffisante, alors l'économiste va vous fournir des armes et va vous fournir des arguments assez forts, et en plus qui vont être très bien compris par les autres économistes, ceux qui travaillent dans les ministères de finances publiques, pour justifier l'intervention publique, ou même vis-à-vis de l'opinion publique. C'est-à-dire que là, l'économiste va pouvoir vous fournir des arguments très forts pour dire oui, il faut un financement public pour cette intervention, pas seulement parce qu'elle est efficace, mais parce que si on n'a pas le financement public, alors les individus vont prendre effectivement de mauvaises décisions. Donc finalement, on en revient à une question empirique. Alors, il y a toujours un obstacle, j'insiste bien là-dessus, c'est vrai qu'on va toujours demander au programme de santé publique finalement d'en faire plus que n'importe quel autre programme, notamment curatif, pour se justifier, mais la charge de la preuve, elle est beaucoup moins exigeante, elle est beaucoup moins frustrante que de démontrer qu'on va faire des économies dans 10 ans, elle est de démontrer que si on n'impose pas ou si on ne fait pas le financement public, alors les individus vont prendre des mauvaises décisions. Et vous allez voir que finalement la gamme de cas est beaucoup plus étendue que ce qu'on pourrait croire a priori. Alors, les cas possibles dans lesquels l'intervention publique est justifiée, il faut que je conclue là ? 2 minutes ? D'accord. Alors, oui, ça va être sportif mais jouable. Donc, les cas possibles dans lesquels l'intervention publique est plus que justifiée, où l'économiste va la supporter, la soutenir, c'est si les individus ne sont pas capables ou si les individus sont mis dans une situation dans laquelle il y a des bénéfices qui sont pour la collectivité, mais que eux, finalement, où les coûts vont être privés, mais les bénéfices sociaux peuvent être plus importants que les bénéfices individuels. Donc c'est le cas de la vaccination contre la grippe, dont j'ai déjà parlé, ça s'appelle les externalités. Le deuxième cas, c'est si on sait que les individus ne peuvent pas vraiment prendre les décisions pour eux-mêmes parce qu'ils sont dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas leur autonomie. Ça va être le cas des enfants, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou ça va être le cas des ménages qui sont vraiment trop pauvres et qui, même s'ils pouvaient prendre des décisions rationnelles, de toute façon, une fois qu'ils ont dépensé leur argent pour se nourrir et pour se loger, n'ont plus du tout la possibilité de faire quoi que ce soit pour leur santé. Donc par exemple, si quelqu'un est très 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 pauvre, c'est évident qu'il va peut-être travailler un peu trop durement pour sa santé, il va mettre sa santé en péril, mais pour lui, le revenu marginal est beaucoup trop important. Je pense que ces cas-là ne posent pas vraiment de difficultés, et là-dessus, les économistes peuvent être vos alliés de manière très très simple. À chaque fois que vous détectez un cas de ce genre-là, parlez-en avec un économiste et vous verrez qu'il pourra vous générer des tonnes et des tonnes de papiers qui vont vous permettre de justifier l'intervention publique pour une intervention de santé publique. Le cas qui est plus difficile, c'est celui dans lequel on pense que les préférences des individus ne sont pas complètement autonomes parce que le contexte contraint
ses préférences et le contexte contraint les individus. Donc là, on arrive à un débat assez classique qui est en fait nature, en anglais dans nature versus nurture, qui en français on pourrait dire nature contre culture, mais c'est pas aussi bien que ça, c'est nature contre éducation. Donc dans quelle mesure effectivement tous les individus viennent au monde avec des préférences, un socle de préférences qui sont les leurs, qui ne bougeront pas et qui sont parfaitement dictées par la raison, ou dans quelle mesure en fait les préférences que les individus prennent pour leurs préférences sont en fait tout simplement un conditionnement par leur contexte. Et là encore, on peut avoir des réactions philosophiques un peu épidermiques où les économistes vont dire mais non, bien sûr, les préférences sont éternelles, les préférences c'est la caractéristique de l'individu et il faut donc toujours les respecter. Ou avoir au contraire une attitude qui consiste à dire mais non, mais c'est toujours le contexte et les individus en fait sont des espèces de moules dans lesquels le contexte imprime sa marque. Encore une fois, je pense que la solution médiane et le compromis qu'on peut trouver entre nous, c'est de dépasser ce débat philosophique et de dire bah oui, globalement ça dépend, et ça dépend des situations empiriques et ça dépend du type de décision qu'il faut prendre. Alors, je voulais détailler, mais je crois que je vais peut-être m'arrêter là et passer à la conclusion directement. Le cas, je pense, qui nous permet de mettre vraiment en clair nos différences, mais qui est aussi un cas intéressant parce que c'est un cas sur lequel on peut se disputer très fortement, c'est le cas de l'addiction. Des fumeurs, mais aussi des drogués sur des drogues illégales, etc. C'est vrai que l'économiste, la réaction initiale de l'économiste, la réaction instinctive de l'économiste, c'est de dire, même si quelqu'un est donc en état d'addiction, il a bien à un moment ou un autre pris la décision de commencer ce chemin d'addiction. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y avait quand même un certain aspect de rationalité qu'il faut respecter. Il y a une souveraineté du consommateur, même chez le consommateur en addiction. Et que la réaction, je pense, instinctive du médecin ou du service de santé publique, c'est de dire, non, non, c'est le produit qui rend addictif, et donc il faut protéger les individus contre le produit, et il n'y a jamais de choix dans cette histoire. Les choix sont contraints dès le début. Et là encore, ce que je dis, c'est que plutôt que d'avoir une discussion philosophique frontale, il y a des cas, c'est assez clair, on peut trouver des cas, il y a une grande hétérogénéité des cas. On a des fumeurs ou des drogués qui effectivement sont complètement dans la situation contrainte et qui sont dans l'incapacité de faire les bons choix. Et puis on a plein d'autres fumeurs et même drogués de drogue illégale qui ont fait des choix rationnels et qui s'en sortent très bien et qui arrivent très bien à assumer ces choix. Et ma recommandation à la fin, c'est de dire, si on veut avoir une discussion sur les interventions publiques, il faut dépasser le stade de c'est toujours comme ça, l'addiction c'est toujours un choix contraint ou l'addiction c'est toujours un choix rationnel, et il faut monter ensemble, développer ensemble des études empiriques pour essayer de comprendre qui sont, en gros, ce que j'appelle les fumeurs heureux, qui sont les fumeurs contraints, et c'est quand on arrivera à comprendre ces mécanismes-là qu'on sera en mesure d'aller retourner vers la puissance publique et de dire, bon ça, par exemple, les taxes sur le tabac, ça ne marche pas très bien parce que ça punit tout le monde, les fumeurs heureux comme les fumeurs pas heureux. Par contre, si vous faites des interventions, et c'est très efficace, les taxes sur le tabac, c'est efficace, ça empêche les gens de fumer. Mais ce que je dis, c'est que ça empêche les gens de fumer au détriment de la liberté des choix. Par contre, si on peut trouver d'autres mécanismes qui vont permettre, par exemple, aux fumeurs heureux de continuer à fumer et puis de s'arrêter avant que ce soit trop tard, et qui vont permettre aux fumeurs malheureux, ceux qui voudraient décrocher, effectivement de décrocher, et là, s'il faut même un peu de contrainte à cet endroit-là et de l'intervention publique, les économistes vont vous aider à justifier ce type d'intervention. Voilà. Je vous remercie.